Mes chers amis, bonjour. Je saisis cette occasion parce que, à la suite une émission de conversation entre Mansour Kamardine et Dr Abdelaziz Riziki, présentée par Madame Rouania Kamardine, beaucoup de mes amis, aussi bien de Mayotte que des autres îles des Comores, m'ont partagé l'émission, parce qu'ils savent très bien mon engagement sur cette question de la véracité de l'histoire de nos îles et surtout de ma défense sur la problématique de l'appartenance de l'île comorienne de Mayotte. Et effectivement, l'émission a duré, je pense, une quarantaine de minutes, mais je n'ai regardé, étant donné l'ensemble des éléments abordés et les arguments fallacieux avancés, je me suis dit, il vaut mieux le séquencer en 3 actes. Premièrement, je n'ai écouté que les 16 premières minutes. Je n'ai pas voulu écouter encore l'émission tout entière pour me permettre de me concentrer que sur cette première partie, répondre d'abord et puis après regarder la deuxième partie et la troisième partie. Donc, sur cette question, j'ai voulu aujourd'hui venir intervenir pour clarifier et répondre argument contre argument à cette émission qui est truffée de mensonges, des errements historiques et des choses qui sont complètement une honte par rapport à la qualité des personnes qui sont censées apporter une clarification sur ce sujet. Donc, par rapport à l'émission, la première chose, c'est que, d'ailleurs, je ne sais pas si la communication passe très bien ou pas, mais dans tous les cas, par rapport à l'émission, la première chose, c'est que je voudrais d'abord intervenir sur l'aspect forme. C'est une émission qui est organisée par Mansour Kamardine, et d'ailleurs, certains de mes amis de Mayotte me l'ont dit, ils ont dit, mais c'est quand même regrettable, et j'en suis convaincu que c'est ce que tout le monde a ressenti. Par rapport à cette question, c'est que c'est quand même regrettable que quand on organise une émission sur un débat clivant, Mansour Kamardine invite toujours des personnes qui vont lui caresser dans le sens du poil, comme on dit, et jamais il ne prend pas son courage et inviter des gens comme nous ou d'autres personnes qui défendent la thèse contraire à ces manipulations de propagande. Donc, déjà, j'ai vu que la personne qui présentait, la jeune dame qui présentait, probablement, je ne sais pas si c'est la fille de Mansour, mais dans tous les cas, il y a eu des occasions où, si elle était une historienne ou un journaliste qui maîtrisait parfaitement le dossier et aussi qui faisait part d'une indépendance d'esprit, il aurait pu rebondir sur beaucoup de choses, notamment à chaque fois que l'ancien député Mansour Kamardine intervient ou Dr Abdelaziz intervient. Premièrement, je voudrais d'abord dire, pour ce qui est de Dr Abdelaziz, que c'est quand même surprenant de voir que le même monsieur qui, il y a quelques années, écrivait un ouvrage faisant l'éloge de Mamadou et qui prétendait devenir le ministre des Affaires étrangères des Comores, donc probablement aller défendre la diplomatie des Comores. On sait que la diplomatie des Comores, on peut ne pas être fier sur certains de leurs actes, mais dans tous les cas, depuis l'indépendance des Comores jusqu'à aujourd'hui, il y a une constance sur la revendication de Mayotte, et j'imagine que c'est lui qui prétendait vouloir devenir ministre des Affaires étrangères, il était censé aller défendre la diplomatie comorienne. Ce qui, malheureusement, il se retrouve de l'autre côté, et il défend les intérêts de Mansour, et les mensonges historiques de ce que Mansour est en train de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que finalement, pour définir la personne, on peut se dire que le docteur Abdelaziz est devenu une sorte de mercenaire qui travaille au plus offrant. Hier, c'était Mamadou, et donc comme tout le monde le sait que Mamadou est l'incarnation parfaite de ce qui est les Comores indépendants dans la mesure où sa longévité au pouvoir et aussi le côté chaotique de la gestion, la mauvaise gestion des Comores, il en emporte une grande responsabilité.
Et Dr Abdelaziz a défendu Mamadou pendant toute cette période-là, et il prétendait vouloir être ministre des Affaires étrangères, donc forcément défendre les thèses comoriennes, et aujourd'hui se trouve de l'autre côté de Mayotte avec Mansour Kamardine et ses propres intérêts égoïstes, et maintenant il est devenu le partisan qui défend les thèses séparatistes de l'autre côté de Mayotte. Donc j'ai voulu d'abord clarifier sur ça. Deuxièmement, pour ce qui est de Mansour Kamardine et de la journaliste, je ne sais pas si c'est sa fille, ça serait encore plus grave parce que je ne vois pas dans une conversation de ce niveau, si c'est votre fille, forcément, il ne va pas vous dire, papa, vous dites des conneries ou c'est pas normal ce que vous dites, etc. etc. J'espère bien que ce n'est pas sa fille, mais toujours est-il que j'ai vu le nom, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas sa fille? Dans tous les cas, je voudrais revenir sur certains points qui ont été abordés dans cette émission. D'abord, premièrement, le docteur Abdelaziz a intervenu sur la question, la journaliste a posé la question en disant pourquoi Mayotte était à contre-courant de l'histoire, pendant que tous les pays du monde s'acheminaient vers l'indépendance, et au niveau de Mayotte, on se retrouve dans une question d'un maintien sur la colonisation. Et Abdelaziz a développé des théories qui sont complètement indignes des hauts cadres intellectuels de son niveau, parce que c'est des insensés historiques, et je voudrais juste lui rappeler qu'il y a certains faits historiques, parce que les faits sont têtus, on peut toujours faire de la propagande, mais les faits sont là. Et j'invite surtout, je saisis encore cette opportunité pour dire à Mansour Kamardine et Abdelaziz Riziki, si vous êtes vraiment convaincus de vos arguments, si vous êtes convaincus de vos capacités à défendre cette thèse-là, n'hésitez pas à nous inviter dans des débats pour venir discuter avec vous, argument contre argument, pour essayer de démontrer la faillite de ce que vous êtes en train d'avancer. Et Abdelaziz a expliqué que Mayotte a signé un accord. Mayotte n'a jamais signé un accord avec qui que ce soit. C'est André Ansuli qui a signé un accord avec la France. Un accord qui n'engageait pas Mayotte, mais qui engageait un usurpateur malgache, c'est-à-dire, à l'époque, c'était un réfugié malgache qui est venu demander refuge à Mayotte en 1832, exactement. Et quelques années avant, il y a eu son autre compatriote Ramané Taka qui est venu juste après la mort de Radama en 1829. Donc, retenez bien ces dates. Ramané Taka qui était sultan de l'autre côté de Moïli est venu aux Comores en 1829, juste après la mort de Radama, puisque Rana Balna Ier est arrivé au pouvoir et il s'acharnait contre la famille de Radama. Et de l'autre côté de chez les Sakalava, il y a eu André Nansouli qui est venu à Mayotte en 1832. Il faut retenir ces dates-là. Et on nous explique que André Nansouli, Mayotte a signé, j'ai dit Mayotte n'a pas signé, c'est André Nansouli qui a signé un accord. Et ce qui est extrêmement gênant quand on entend un docteur parler de ces choses-là et un avocat, moi je pensais qu'on allait discuter des concepts. Qu'est-ce que c'est que la nation? Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Qu'est-ce que c'est qu'un État? Quelle est la force des résolutions des Nations Unies? Quelle est la force du droit international positif? Mais on n'allait pas écouter des errements comme ça et des bassesses parfois dans les arguments. Déjà, on nous explique que cet accord que Mayotte a signé, que Mayotte n'a pas signé, mais c'est André Nansouli qui l'a signé, a été signé avec l'objectif et le but de défendre Mayotte, de mettre Mayotte à l'abri contre les agressions des autres îles. Ça, c'est une aberration intellectuelle pour la seule et unique raison, je vais vous le dire. Déjà, André Nansouli n'a pas signé pour Mayotte, puisque quand tu signes pour Mayotte, ça veut dire que dans l'acte de vente, il doit y avoir, après l'article 1, l'article 2, c'est ce qu'on appelle l'article de la contrepartie, voire cet élément. Cet élément ne figure pas. La contrepartie, c'est que André Nansouli a signé un accord en tant qu'usurpateur avec les Français en mettant en exergue ses propres intérêts et les intérêts de ses enfants, c'est-à-dire une vente viagère de 1000 piastres, c'est-à-dire que cet argent-là sera versé durant toute la vie d'André Nansouli, et avec des conditions que le jour où André Nansouli quittera Mayotte pour aller chez lui à Madagascar, les versements cesseront. Donc il n'y a jamais eu un contrôle, un argument qui plaide pour les Maoris sur quoi que ce soit. Et deuxièmement, dans l'argument d'Abdelaziz, ils expliquent que, et c'est d'ailleurs l'argument qui est souvent utilisé par les Maoris, c'est que
cet acte a été signé pour protéger les Mahorais contre les puissances ou en jouant à côté, etc. etc. C'est encore faux parce que je rappelle que l'article 8 de l'acte de vente, l'article 8 de l'acte de vente, il dit ceci: en considérant les liens de parenté et d'amitié qui unissent le sultan André Nansoul et le sultan Alaoui, si ce dernier veut résider à Bourbon, à Mayotte et à Nosibé, il sera traité de la même manière, la plus favorable, par tout commandant pour le roi de France. Ça veut dire, j'aimerais bien que cet intellectuel qui est le docteur Abdelaziz nous explique pourquoi on signe un acte de vente pour mettre une île à l'abri. Et au même moment, un article de cet acte de vente précise que le sultan, qu'on prétend se mettre à l'abri contre ses velléités d'annexion, doit être traité avec respect partout où il sera, une fois qu'il se retrouvera dans un territoire français. Donc vous voyez un peu les aberrations par rapport à ces arguments-là. Et puis le docteur Abdelaziz explique également que au niveau de Mayotte, on a signé ça et la France incarne la notion de la liberté chez les Mahorais. Je voudrais juste rappeler une chose, les Mahorais n'ont jamais aimé la France. Dans l'histoire, l'école est venue à Mayotte, ils l'ont boudé pendant des années. Il y a eu peu de Mahorais qui ont fréquenté l'école française. Ça, pour celles et ceux qui souhaitent regarder les archives, il suffit d'aller taper les archives du département de Mayotte, la presse locale au niveau de Mayotte, on est sur Google, vous rentrez sur l'histoire des archives de Mayotte, et puis vous verrez un article qui retrace les grandes étapes de l'histoire coloniale de la France à Mayotte, et vous verrez que les Mahorais ont toujours boudé l'école française. Et aussi, je rappelle, parce que le plus souvent, l'argument de celles et ceux qui nous racontent ces fadaises, ils disent que les Comores, comme si l'histoire des Comores ou de cet archipel a commencé en 1841. Je rappelle une chose, je ne vais pas remonter plus loin. Parce que plus loin, si on remonte plus loin, on va vers le 16e, on va vers encore plus loin, vous verrez que dans les archives, Mayotte était un état vassal du sultanat d'Anjouan, des représentants d'Anjouan. Ça c'est clair et net, c'est des historiens qui le disent. Sur le plan méthodologique, quand on vient avec des arguments, on doit dire qui l'a dit, quel document historique. Je peux appeler à aller inviter Dr Abdelaziz de lire des archives, de lire des articles commis par des grands historiens de cette région, même si certains, à un moment donné, pour des raisons de récupération politique comme Martin, essayer un petit peu de se renier ce qu'ils ont dit avant et après la départementalisation. Donc, je rappelle qu'en 1832, André Nansoul est venu à Mayotte. En 1829, Ramané Taka est venu à Moïli. Et celles et ceux qui ne croient pas, qui pensent que l'unité de cet archipel est venue après la colonisation, doivent se rappeler d'une chose. Donc, Ramané Taka est venu annexer Mayotte de 1833 à 1835. Et comme le sultanat d'Anjouan, qui ne supportait pas les velléités malgaches venues occuper les îles des Comores, le sultan d'Anjouan a organisé une expédition militaire en 1835 pour aller chasser Ramané Taka de Mayotte. Il installa à Mayotte un gouverneur du sultanat d'Anjouan au nom de Oumar Masla. Nous sommes en 1835. La France est venue à Mayotte en 1841. Donc, ça veut dire que, déjà, Anjouan occupait Mayotte en 1835, sur les faits, parce qu'ils ont chassé Ramané Taka de Moïli, et ils ont installé un gouverneur à Mayotte au nom du sultanat d'Anjouan, et le sultanat Abdallah II d'Anjouan a organisé également la reconquête de Moïli en compagnie de Bouana Kombo pour aller reconquérir Moïli. C'est de là-bas d'ailleurs que le sultan Abdallah II et Bouana Kombo ont eu la mort à Moïli. Donc, j'explique ces éléments. Et aussi, Abdelaziz nous expliquait que les Mahorais n'ont jamais été dans un élément avec les Comoriens des autres îles, etc. Tout ça, c'est de la foutaise. La raison en est la suivante. J'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce qui différencie les Mahorais avec les autres îles, si ce n'est la couleur du passeport. Cet argument, une des anthropologues les plus spécialistes de cette région, Sophie Blanchy, l'a toujours avancé. Et aussi, si vous regardez dans l'histoire,
vous allez voir que je vais le faire un peu de façon chronologique. C'est que 1829, Ramane Taka aux Comores, à Moélie. 1833-35, Ramane Taka occupe Mayotte. 1835, Sultan Abdallah II récupère Mayotte et lance l'expédition vers Moélie. La France n'est pas encore arrivée. En 1841, le 25 avril 1841, la France signe un accord. Lequel accord signé par... Avant cet accord-là, en 1835, je le précise très bien, nous sommes en 1835, en octobre 1835, non, le 19 novembre 1935, si ma mémoire est bonne, 30 notables de Mayotte ont signé un acte de donation après que Anjouan a libéré Mayotte pour offrir l'île de Mayotte au sultanat d'Anjouan. Cet acte de donation, que certains prétendent raconter des salades, cet acte de donation a été utilisé par la France pour justifier, au moment où la France menaçait le sultanat d'Anjouan de ne plus, parce que le sultanat d'Anjouan n'a jamais reconnu, a toujours contesté l'occupation de la France par cet acte de vente. Cet acte a été utilisé par les Français pour justifier que, finalement, effectivement, les notables de Mayotte avaient signé un acte de donation, mais un acte de donation qui recouvrait seulement le sultanat d'Abdallah II et le sultan Alaoui. Dès lors que ces deux-là n'existaient pas, alors le contrat devient caduc. Donc ça veut dire tout simplement que 30e Maoré, notable Maoré, avait reconnu que Anjouan avait une autorité sur Mayotte et ils ont signé un acte de donation. Il y a ceux qui disent que Mayotte a toujours voulu être français, etc., etc. Je rappelle juste une chose, et même Mansour Kamardine l'avait développé en disant que on a été rattaché, etc., de 1912, 1946, etc. Je rappelle une chose. Si les Maorés ne se sentaient pas comoriens, comment se fait-il qu'au moment où on était tous mis ensemble, rattachés avec Madagascar et on devient Madagascar indépendance, tous les Maorés, les Anjouanais, les Moéliens et les Grands Comoriens ont livré bataille pour qu'on soit séparés de Mayotte, de la grande île de Madagascar. Et en 1946, nous avons obtenu la séparation administrative et les Comores sont érigés territoire d'outre-mer avec capitale Mayotte. De 1846 jusqu'à ce qu'on commence les velléités du transfert de la capitale de Mayotte vers Moroni, il n'y a jamais eu de contestation, quoi que ce soit, concernant la problématique de Mayotte, française ou pas. Parce que nous sommes tous un seul peuple, une seule nation. Il y a deux conceptions. J'aurais aimé avoir la possibilité de débattre avec ces intellectuels dans un débat de haut niveau, discuter de concepts, qu'est-ce que c'est qu'une nation? Est-ce qu'il y a des éléments constitutifs de la nation comorienne? Oui ou non? Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Qu'est-ce que c'est qu'un État? Mais quand vous entendez un docteur en droit qui est en train de nous expliquer que les résolutions des Nations Unies, probablement il n'en tient pas compte, et nous interpréter comme quoi, depuis octobre 1960, il y a eu une résolution des Nations Unies qui reconnaît comment on appelle ça, l'autodétermination des peuples. Mais Mayotte n'est pas un peuple, c'est une population. Le peuple, il n'y a qu'un seul peuple dans cette région, c'est le peuple comorien. Et d'ailleurs, à la place de la journaliste, j'aurais pu poser la question à Dr Abdelaziz, à partir du moment où vous dites que les choses sont aussi claires, comment se fait-il que les diplomates français n'arrivent pas, depuis toutes ces années-là, se retrouvent à être condamnés tout le temps au niveau des Nations Unies pendant 18 résolutions, et la France a dû même utiliser un droit de veto le 17 octobre, non, le 6 février 1976 pour bloquer une résolution contraignante des Nations Unies. Arrêtons s'il vous plaît d'insulter l'intelligence. Ça, je voudrais aussi rappeler à chaque fois ces éléments-là pour dire que si vous regardez la chronologie de notre histoire, j'y vais très vite. Dans la chronologie de notre histoire, vous verrez que le congrès de Tsunzu, c'est-à-dire c'est le congrès des notables de Mayotte pour la défense des intérêts de Mayotte, ce congrès est venu et a eu lieu juste après que
l'Assemblée territoriale des Comores, le Conseil général plutôt des Comores, a voté la possibilité de transférer la capitale vers Mayotte. Je dis bien 1946, la création du territoire d'outre-mer. Et je rappelle, je saisis cette occasion pour dire, Mansour Kamardine a dit une chose. Il a expliqué que Ahmed Abdallah Abderrahmane a dit que les Comores n'existaient pas. C'est une foutaise. Ahmed Abdallah n'a jamais dit ça. Je vois qu'il y a une personne qui parle de son, mais c'est la même personne. Donc finalement, je pense que Ahmed Abdallah n'a jamais dit ça. Il dit c'est la France qui a créé le territoire. On ne parle pas de la nation comorienne. Il peut y avoir une nation, un État, les Comores. Il y avait le sultanat d'Anjouan. Anjouan, c'était un État. Hein. Anjouan avait des rapports directs avec la couronne de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, pour arrêter les invasions de Madagascar, c'est le sultanat d'Anjouan et le roi de Portugal qui ont écrit à la couronne britannique pour demander à ce que la couronne britannique intervienne par l'entremise du gouverneur de Maurice, Robert Farquhar, l'Écossais qui était de l'autre côté, pour négocier avec Radama Ier la cessation des invasions malgaches de l'autre côté des Comores. Donc, Anjouan était un État et Mayotte faisait partie de cet État en tant qu'un État vassal ou un État souverain, un État vassal d'Anjouan. Donc, je rappelle que pourquoi et à quel moment nous avons eu, pourquoi et à quel moment il y a eu le début de cette revendication française à Mayotte. Normalement, le 20 mai 1958, 1946 plutôt, nous sommes en 1946, on a créé le territoire d'outre-mer des Comores. En 1947, on a organisé le premier conseil inaugural du conseil général à Moroni. C'est-à-dire que les institutions sont à Moroni et il fallait transférer la capitale pour que l'administration soit unie dans une seule île. C'est à ce niveau-là que le conseil a voté le transfert de la capitale le 20 mai 1958. Et c'est le 2 novembre 1958 que le congrès de Tsunzu, sous la conduite de Georges Naouda à Mayotte, a eu lieu. Et je rappelle que Georges Naouda, le congrès a eu lieu le 2 novembre 1958 et le 4 mai 1959, le 4 octobre 1959, c'est la mort de Georges Naouda. Georges Naouda est décédé. Et de 1959 à 1966, c'est Souf Sabil qui était à la tête du mouvement de l'autre côté de Mayotte pour la défense des intérêts de Mayotte. Et pendant toute cette période-là, le débat sur la revendication départementaliste avait changé de camp parce que ceux qui étaient à la tête de ce congrès étaient plus proches des idées indépendantistes que des idées rapprochement à la France. C'est en 1966 avec Marcel Henry et les autres, les mouvements féministes, féminins, que les mouvements des femmes, que la question a fini par basculer. Pourquoi je disais ça? C'est pour rappeler aux gens. Et même l'idée même de la départementalisation, certains disent que c'est Georges Naouda qui l'a utilisé en première, mais dans l'histoire, on regarde aussi que M. De Villèle, qui était un greffier au niveau du tribunal de Mayotte, a joué un grand rôle parce qu'il avait fait un coup financier au niveau du foncier à La Réunion en 1946 lors de la départementalisation de La Réunion. Donc il a tenté le coup également de l'autre côté de Mayotte. Et ces deux thèses sont justifiées, aussi bien la revendication du rapprochement de celles et ceux qui sont originaires de Sainte-Marie comme Georges Naouda et les autres, mais aussi la revendication des créoles de La Réunion et notamment M. De Villèle qui a voulu aussi profiter de cette opportunité de départementalisation pour faire une affaire. D'ailleurs, cette affaire, il l'a fait puisqu'en 1976, il a fini par acheter, par vendre le terrain qu'il avait acheté au département de Mayotte. Et donc, il s'est fait aussi de l'argent sur ce point-là. Voilà, enfin, les amis, j'ai voulu rappeler ces faits-là et surtout demander
à celles et ceux qui sont motivés pour faire un vrai débat intellectuel d'accepter de jouer la carte de la confrontation d'idées. Si Mansour Kamardine est effectivement motivé, j'invite Mansour Kamardine et j'invite Dr Abdoul Aziz d'accepter de participer à un débat sur ce sujet-là. Aujourd'hui, j'en termine là-dessus. Les questions historiques de l'histoire, on les connaît. Il y a des questions qui nous préoccupent moi personnellement, en tant que Comorien, en tant qu'historien, au niveau de Mayotte, que je suis en train de travailler et que je présenterai ces travaux-là. C'est de savoir pourquoi, par exemple, et au nom de quoi, les leaders des mouvements mahorais de l'époque, que ce soit Marcel Henry, Bamana, Giraud, tous ceux qui étaient de l'autre côté, ont laissé passer certains actes abominables qui ont été faits par des groupements, des mouvements Soroda. Les mouvements comme Fadapang, par exemple. Il y a eu des viols à Mayotte. Des Mahorais qui ont violé d'autres Mahorais. C'est des enquêtes qui sont claires, qu'on les a. Des témoignages qui ont été faits. Mais pourquoi les autorités de l'époque, qui savaient que des Mahorais étaient en train de violer d'autres Mahorais, ont laissé passer ces actes abominables au nom de la cause? Ce sont les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, personnellement. D'autres questions me préoccupent aussi, que je suis en train de les travailler. C'est de savoir aussi pourquoi certains morts, certaines personnes qui sont mortes au nom de la cause mahoraise sont mis sous le tapis alors qu'on ne célèbre que Zaki Amadi, alors que de l'autre côté de Akwa, il y a eu un acte, il y a eu Saint-Toum, qui était mahorais, qui défendait l'indépendance de Mayotte, l'indépendance des Comores, l'unité, insérer la main, a tiré sur un jeune Soroda. Mais ce jour-là, ce décès-là, on ne le commémore pas à Mayotte, parce qu'il s'agit peut-être, parmi les hypothèses, parce que c'est un Mahorais qui a tué un autre Mahorais au nom de l'indépendance des Comores. Ça va faire une tâche sur le roman mensonger que certains sont en train de nous écrire de l'autre côté de Mayotte, plutôt que de parler de la vérité. Moi, j'appelle aux Mahorais qui s'intéressent à la vérité historique, qui veulent un débat intellectuel, d'accepter de faire ce genre de débat, d'accepter de discuter. Il y a un autre sujet qui me préoccupe moi. Pourquoi on accuse, par exemple, sur la mort de Zaki Amadi, de l'autre côté de Mayotte, mais on sait que l'autopsie de Zaki Amadi est aux archives de Mayotte et on ne l'a jamais rendu public, alors qu'aujourd'hui, les lois régissant la publication et la consultation des archives l'autorisent aujourd'hui. S'il y a une vérité, on doit regarder la consultation de cette autopsie. Pourquoi de l'autre côté de Mayotte, les gens ne s'intéressent pas à la vérité historique? Le préfet qui était à Mayotte le jour où Zaki Amadi est décédé s'appelle Abdelkarim Ben Sedomar. Il est de Wani. Il est vivant. J'ai déjà vu des émissions de Mayotte qui sont parties jusqu'à Madagascar pour fêter le Ramadan. Pourquoi il n'y a pas un journaliste mahorais qui se dit, ok, comme l'ancien préfet des Comores qui était à Mayotte, le moment où il y a eu ce problème du décès de notre compatriote Zaki Amadi, le 13 octobre 1969, à la jetée de Mamoudzou, il est vivant. Pourquoi ne pas aller interroger ce monsieur et lui poser des questions, les vraies questions, au nom de la vérité? C'est pour cela que je dis, les intellectuels de l'autre côté ont peur du débat intellectuel. Ils n'ont pas envie de discuter. Ils n'ont pas envie, ils ont envie de... Mansour peut inviter qui il veut, organiser une petite conversation entre amis, raconter tout ce qu'on a envie de raconter, mais sans contradictoire. Sans qu'il y ait un débat contradictoire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un débat historique. S'il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire de l'autre côté de Mayotte, ça serait intéressant d'échanger. Ça ne changera pas la position que chacun a de ses revendications séparatistes ou pas, mais au moins, au nom de l'histoire, on ne peut pas laisser les gens nous raconter n'importe quoi. On doit travailler en tant qu'historien, en tant qu'intellectuel, faire un débat intellectuel, éviter toutes ces velléités, tous ces mensonges entre gens, entre soi, on se retrouve entre nous, on se pose des petites questions, il y a pas, on ne rebondit pas sur des choses, mais non, attendez. Il y a des résolutions, le droit international a condamné, l'histoire est là,
L'anthropologie est là, tous les éléments sont là. Il suffit juste qu'il y ait des gens courageux qui acceptent de débattre en tant qu'intellectuels sur ce sujet-là. Un débat d'historien ne va pas changer le droit international sur la question. Mais ça permettra à celles et ceux qui s'intéressent à la vérité historique de se faire une idée. J'affiche encore une fois, et je termine là-dessus, ma disponibilité pour échanger avec qui veut sur cette question, pour essayer d'apporter un éclairage historique par souci de vérité historique. Je ne dis pas que je détiens la vérité historique, mais je veux que celles et ceux qui prétendent défendre des thèses contraires affichent la même disponibilité que moi pour qu'on puisse débattre comme des intellectuels sur un débat de niveau académique de haut niveau, argument contre argument, pour permettre à celles et ceux qui souhaitent connaître la vérité de notre histoire de se faire leur propre idée. Voilà enfin, c'est ça ce qu'on veut. On parle de l'histoire, on parle des engagements du droit international, on parle de l'anthropologie, on parle des sujets culturels, où il y a tout un tas de sujets, il y a tout un tas d'angles qu'on peut les aborder. Voilà enfin. Je termine là-dessus et de dire encore une fois à député Mansour Kamardine qui avait dit un jour à Ortega qu'il était disposé à débattre avec moi avant de se dégonfler, que ma proposition et ma disponibilité est toujours là. À toutes celles et ceux qui veulent débattre sur ce sujet, je vous dis, je suis disponible pour débattre. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.